vous avez raison. De ce chaos va émerger une solution de stabilité. Ben, elle ne va pas émerger demain, après-demain, bon, c'est clair, mais d'ici 2 à 3 ans, émerger ça. Et effectivement, c'est une véritable crise de l'ordre occidental. Bonjour à tous, chers abonnés, et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que notre dernier mag, Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs, est toujours disponible en vente dans près de 5000 kiosques partout en France. Aujourd'hui, pour discuter du sommet de l'OCS qui s'est déroulé du 31 août dernier au 1er septembre, j'ai le plaisir de recevoir l'économiste Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Pour débuter cet entretien, quels étaient les enjeux de ce sommet et qui était présent? Alors, les enjeux, c'était d'abord de rappeler l'existence de l'Organisation de coopération de Shanghai, alors, qui n'est pas très connue en France, mais qui joue un rôle extrêmement important en Asie et même aujourd'hui qui s'étend au Bélarus. De- Deuxièmement, c'était évidemment l'ensemble des problèmes actuels de sécurité qui ont été abordés, et pas simplement les problèmes de contre-terrorisme, parce que cette organisation avait été créée en 2000 fondamentalement sur la question du terrorisme. Et troisièmement, et ça c'est l'initiative des Chinois, qui présidaient cette réunion, puisque c'était la Chine qui assurait la présidence tournante de l'OCS, eh bien, les Chinois ont souhaité étendre un petit peu le mandat de l'OCS à des questions économiques et de développement, en particulier de développement d'infrastructures. Après, le nombre de pays présents était extrêmement important. Alors d'abord, évidemment, il y a les pays membres. Les pays membres, c'est quoi? C'est la Russie, la Chine, les pays d'Asie centrale, mais aussi, et le point est important, l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Et quand je dis Inde et Pakistan, on voit bien tout de suite l'intérêt. Le problème, c'est que ces deux pays ont connu un conflit il y a de cela quelques semaines. Bon, ce conflit a été rapidement réglé. Néanmoins, il y avait une tension importante. Et le fait qu'ils se soient déplacés au plus haut niveau, euh, le Premier ministre Modi pour l'Inde et le Premier ministre du Pakistan, accompagné de son chef d'état-major, il faut le signaler, ça prouvait bien que l'OCS est un forum de sécurité important où les gens peuvent se parler. Pas mal d'autres pays qui étaient présents, alors essentiellement des pays d'Asie, sauf, comme je l'ai dit, le Bélarus. Alors, ce pays a un statut, je dirais, de pays associé à l'OCS. Et d'ailleurs, dans cette réunion, l'un des enjeux de cette réunion était de mettre un petit peu d'ordre dans les différents statuts, pays amis de l'OCS, pays associés. Bon, il y a pas mal de choses. Et là, finalement, bon, on a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul statut, qui était le pays associé à l'OCS. Alors oui, il y a plein de pays, hein. Il y a la Birmanie, il y a l'Égypte, il y a le Laos, il y a le Népal, il y a les îles Maldives, bon, etc., etc. Donc, en fait, on avait 23 pays présents, dont une dizaine de pays membres, ce qui veut dire qu'il y avait, à peu de choses près, autant de pays amis que de pays membres. Et puis, il y avait la présence d'organisations internationales. Et ça aussi, personne n'en parle. Il y avait M. Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, qui était présent donc à Tianjin. Il y avait ce qu'on appelle l'ASEAN, ce groupe des 5 pays qu'on qualifie plutôt de pro-américains en Asie, qui était venu assister justement à cette réunion de l'OCS. Et donc, tout ceci veut dire que l'OCS est devenu aujourd'hui un forum absolument incontournable sur les questions de sécurité, mais peut-être plus
que de la sécurité en ce qui concerne les pays d'Asie. Alors, oui, ça reste essentiellement une organisation asiatique au sens large, même si, évidemment, il y a deux pays qui ne font pas partie de l'Asie et qui étaient présents. Donc, je l'ai dit, c'était même trois. Bon, il y a la Turquie, mais la Turquie, on peut toujours hésiter, est-ce que c'est partie de l'Asie, est-ce que c'est pas partie de l'Asie? Bon, ça, c'était un autre débat. Mais il y avait l'Égypte et donc le Bélarus. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'importance de cette réunion. Et évidemment, euh, ce qui a été important, c'est pas seulement ce qui a été dit dans cette réunion, mais, et c'est vrai de toutes les réunions internationales hein, d'ailleurs, ce qui est dit dans les couloirs. Ce qui est dit en coulisses, c'est les rencontres bilatérales qui ont lieu en coulisses, rencontres bilatérales sino-indiennes, rencontres bilatérales euh, indo-russes et sino-russes. Et il y a eu toute une série de rencontres bilatérales, ce qui évidemment ne fait qu'ajouter euh, à l'importance de cette réunion. Alors, avant de parler des débouchés de cette réunion, j'aimerais revenir sur quelque chose. Donc, vous avez dit que le Premier ministre indien était présent lors de ce sommet en Chine, chose qui est assez étonnante puisqu'il n'y était pas allé depuis 2018. Pourquoi alors cette présence maintenant? Alors, Modi, effectivement, n'était pas allé à un sommet de l'OCS. Il avait délégué soit son ministre des Affaires étrangères, soit son ministre des Affaires étrangères et son chef d'état-major. Bon, l'Inde a toujours été représentée à haut niveau, en fait, dans cette réunion. Mais c'était pour lui une manière, je dirais, un petit peu de bouder une organisation qu'il considère comme très chinoise. Alors, les Russes, évidemment, protesteraient beaucoup en disant, mais non, l'OCS, elle appartient à tout le monde. Et c'est vrai que la part de la Russie dans l'OCS est aussi extrêmement importante. Mais tout le monde comprend depuis quelques années que autant les BRICS sont une organisation qui est réellement plurinationale et où il n'y a pas de chef des BRICS, bon, autant dans l'OCS, il y a de facto, à cause de son poids en Asie, hein, c'est tout simplement ça, un rôle, je dirais, de premier parmi ses pairs, hein, le primus inter pares, comme on dit en latin, de la Chine, et c'est évident. Alors, pourquoi Modi est venu? Eh bien, tout simplement parce que face aux menaces exprimées par Donald Trump contre l'Inde, il marque là sa décision de se rapprocher de la Chine et de la Russie. Il y a une deuxième raison, et on l'a vu dans les résultats de cette réunion de Tianjin, c'est que cette réunion de Tianjin a officiellement condamné les actes de terrorisme en Inde qui avaient été le prétexte de l'affrontement entre l'armée indienne et l'armée pakistanaise. Alors, c'est quand même assez intéressant puisque euh, le Premier ministre du Pakistan était présent, le chef d'état-major du Pakistan était présent, et qu'ils ont signé cette déclaration. Ce qui veut dire que le Pakistan, soit de sa volonté propre, soit parce qu'il a été fraternellement aidé par la Chine, il lui a fraternellement conseillé de mettre un terme disons, aux actions des organisations terroristes musulmanes qui opèrent depuis le Pakistan, c'est d'une certaine manière aligné. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, il y a certainement des contreparties qu'on ne connaît pas encore, hein, probablement des contreparties économiques. Il y a le fait aussi que l'armée pakistanaise dépend de plus en plus de l'armée chinoise, et que donc, quand la Chine dit quelque chose, le Pakistan peut difficilement l'ignorer, mais le résultat est là. L'Inde y a obtenu
une condamnation en bonne et due forme des actions terroristes menées au Cachemire. Et ça, pour les Indiens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, évidemment, on peut penser que ça avait été discuté en amont. C'est le cas dans toutes les réunions internationales. Les réunions internationales, c'est un grand show, il ne faut pas se le cacher, c'est vrai dans tous les cas, mais c'est un show qui est d'autant plus grand et d'autant plus spectaculaire qu'il a été bien préparé en amont. Et là, très clairement, il y a eu un travail de préparation entre Chinois, Indiens, Russes, pour, d'une certaine manière, dire au monde, bon voilà, euh, l'Asie va être une zone de paix, fondamentalement. Donc, ces petites escarmouches qui sont très irritantes pour tout le monde, oh, c'est pas que ça a fait énormément de morts, hein, mais quand même, il y a eu des morts, il y a eu des destructions, bon, etc. Ça doit cesser. Et donc, nous présentons un visage de paix, de calme et de stabilité, alors que regardez ce qui se passe dans les zones qui sont contrôlées par les États-Unis, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de l'OCS sur la situation à Gaza et en Palestine qui est extrêmement intéressante. Regardez ce qui se passe en Europe avec la guerre en Ukraine. On est très loin de cela. C'est donc important dans le discours qui est tenu essentiellement par les Chinois, mais aussi par les Russes, et qui désormais est repris par les Indiens, ce discours qui consiste à dire, nous, Asiatiques, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des gens pragmatiques, nous combattons l'extrémisme et le fanatisme, et nous cherchons avant tout la paix et le développement. Bon, c'est un discours, il ne faut pas se le cacher non plus. Si on regarde un petit peu dans les replis du pantalon de M. Modi, on trouvera quelques fanatiques hindous qui ne valent guère mieux que les fanatiques musulmans. Faut le savoir, ça aussi, hein. Bien, mais ce qui est important, c'est que les dirigeants des pays qui structurent l'OCS ont véritablement décidé d'envoyer un message au reste du monde et de présenter de stabilité et de développement économique. Alors justement, pour revenir sur le développement économique, est-ce que à l'issue de ce sommet de l'OCS, des accords économiques ont pu avancer, et notamment en réponse aux restrictions qui ont été données par les États-Unis? Alors oui, il y a eu un gros paquet de décisions qui ont été prises dans le domaine économique. Alors il faut dire que pour ce qui est des réponses aux menaces de droits de douane euh, des États-Unis, ça se décidera aujourd'hui dans le sommet par visioconférence des BRICS qui est actuellement en train de se tenir. Si vous voulez, bon, nous le saurons d'ici quelques jours. Ah, mais il y a eu effectivement des choses importantes. Alors, premier point, un forum sur l'énergie, où on a décidé, enfin, où les pays de l'OCS ont décidé d'utiliser la structure de l'OCS pour créer une plateforme de partage de l'énergie entre eux. Alors, ça peut sembler, oui, tout ça, c'est des mots, etc. Sauf qu'on apprend le lendemain de la clôture de cette réunion la signature de l'accord entre la Russie et la Chine pour la construction de puissance de Sibérie numéro 2, dont la capacité de transport de gaz est gigantesque. On parle de plus de 44 millions de mètres cubes, ce qui veut dire que ce gazoduc va relier la Chine directement aux principaux champs gaziers russes et essentiellement aux champs de Yamal. C'est extrêmement important parce que Yamal, initialement, il avait été créé pour desservir l'Europe. Ça veut dire que la Chine
et l'Asie globalement, parce que la Chine va en faire profiter la Corée du Nord, par exemple, bon, euh, se place désormais comme un remplaçant de l'Europe sur le marché gazier. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On a eu aussi euh, cette décision des pays de mettre en commun leurs capacités et leurs travaux sur l'intelligence artificielle. C'est quand même pas rien, parce que, euh, évidemment, la Chine est très avancée là-dessus. La Russie travaille beaucoup et elle a fait des progrès considérables depuis ces 3 dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, on a un pays, la Malaisie, qui fait partie des pays amis de l'OCS, qui est donc intégré dans ce cadre. Et la Malaisie, elle produit 6% de la production mondiale de microprocesseurs. Si vous voulez, ce n'est pas un pays qui a une industrie je dirais, des logiciels et de l'intelligence artificielle très développée, mais par contre, elle est une base extrêmement importante pour la production de microprocesseurs et elle est aujourd'hui à peu de choses près à égalité avec ce que produit Taïwan ou ce que produisent les Pays-Bas en Europe. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu aussi un forum sur le développement d'une industrie durable. C'est une chose qui est, je dirais, un petit peu obligatoire maintenant dans tous les forums, mais qui a été d'ailleurs soutenue par les Nations Unies. Et puis une dernière chose, c'est la création de cette banque de l'OSC. Alors ça, c'est très intéressant. Je rappelle, l'OSC ou l'OCS, c'est pas si on le dit en anglais ou en français, c'est une organisation qui est au départ essentiellement une organisation de sécurité, dont l'objectif principal, c'est de combattre le terrorisme et de combattre toutes les menaces sécuritaires qui peuvent surgir. D'ailleurs, ça a été rappelé dans ce sommet. Il y a eu une longue déclaration sur la nécessité de combattre l'extrémisme, le fanatisme, toutes les causes du terrorisme. Bon, très bien. Et voilà que cette organisation de sécurité se dote d'une banque. C'est quand même un signe assez important que les pays membres, et la Chine derrière évidemment, souhaitent, je dirais, sortir toute une série de prêts de la zone dollar et les faire rentrer dans la zone yuan. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut se combiner avec une autre banque qui a été créée dans le cadre des BRICS, la nouvelle banque de développement, la NBD, qui joue déjà en partie ce rôle, mais qui joue ce rôle en utilisant malgré tout essentiellement des dollars. Et donc, la combinaison de ces deux banques doit être quelque chose qui doit être étudié de manière très précise, parce que là, on peut penser qu'il y a eu une avancée importante dans un mécanisme de dédollarisation. Donc vous avez parlé du projet Sibérie 2, mais est-ce que celui-ci peut être entravé par des sanctions justement européennes ou alors de la part des États-Unis? Non, aucunement. D'abord parce que les Russes produisent pratiquement la totalité de ce dont ils ont besoin pour construire puissance de Sibérie numéro 2. Ensuite, parce que ce qu'ils ne produiraient pas, au cas échéant où il y aurait des choses qu'ils ne produiraient pas, seront produits par la Chine très largement. Alors, il faut rappeler que puissance de Sibérie 1 a été mis en service rapidement. Hein, la décision de le construire date de 2019 et fin 2018, début 2019, et les premiers volumes de gaz ont transité par puissance de Sibérie 1 fin 2021, début 2022.
Et Puissance de Sibérie 1 est monté très rapidement en capacité, puisqu'il est aujourd'hui à plus de 40 millions de mètres cubes. Donc on peut penser que Puissance de Sibérie 2 sera mis en place dans les 18 mois à 2 ans qui viennent, puisque l'accord est, je dirais, contraignant pour toutes les parties, hein, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou que ce soit la Mongolie, puisque ça va passer par la Mongolie, hein, ce qui permet de régler la question un petit peu délicate du transit par le Kazakhstan et par la région des Ouïghours en Chine. Donc les Chinois ont préféré un tracé passant par une zone plus sûre qu'est la Mongolie, parce que s'il y a un retard, eh ben, le pays qui sera la cause du retard devra payer des frais, hein. Il devra payer des dédits aux deux autres pays. Donc, non, non, c'est du très sérieux et je pense que les travaux iront assez vite, même si on ne connaît pas, je suppose qu'il y a eu un calendrier de fixé, mais ce calendrier n'a pas été divulgué à la presse. D'ailleurs, de manière générale, quelles sont les sanctions économiques qui sont possibles à court terme de la part des États-Unis et de l'Union européenne sur la Russie? Bah, compte tenu de ce qui a été déjà pris comme sanction, pas grand-chose de plus. Pas grand-chose de plus. En fait, aujourd'hui, la chose dont on parle le plus, c'est pas une sanction, ça serait en fait l'attribution à l'Ukraine d'une partie ou de la totalité des revenus des avoirs russes qui sont gelés actuellement en Occident. C'est ça, aujourd'hui, dont on parle le plus. Parce que la question des sanctions secondaires, il faut voir comment les Indiens ont traité ça. Ils ont été extrêmement violents sur cette question. Bon, je ne sais pas comment on dit en hindou, en hindi ou en ourdou, nique ta mère, mais c'est grosso modo ce que Narendra Modi a dit à Trump. Et Trump, d'ailleurs, a été un petit peu choqué par la réponse de Narendra Modi. Il ne s'attendait pas du tout à une réaction aussi virulente. Bon, Comment il a réagi, un peu Donald simplement Trump? parce que l'Inde d'aujourd'hui n'est pas l'Inde d'il y a 20 ans. Quoi? Comment Donald Trump a réagi face à ça, face à cette réponse? Ah, il a réagi en disant, ah bon, ben, s'ils veulent conspirer entre eux contre nous, qu'ils le fassent, cela ne nous concerne pas. Bon, on sent bien qu'il est un petit peu gêné, mais je crois qu'il a eu tort de traiter indienne d'économie mourante. Ça, c'était il y a 3 semaines. Et il avait fait un tweet sur son réseau social pour dire oui, la Russie et l'Inde sont des économies mourantes. On ne traite pas comme ça des économies qui sont bien vivantes et qui en plus sont loin d'être négligeables. C'est environ 7,5% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat pour l'Inde et 3,6% pour la Russie. Donc au total, 11%. Donc voilà. Bon. Et c'est ce qui a, à mon avis, justifié une réaction du gouvernement indien quand même extrêmement vigoureuse face à ce qu'a décidé Trump. Bon, en fait, la capacité des États-Unis et de l'Union européenne de prendre des sanctions, elle est aujourd'hui très faible. Par ailleurs, la France n'a aucun intérêt à rentrer dans un jeu de sanctions face à l'Inde. L'Inde a décidé justement d'abandonner ses achats d'armes aux États-Unis et de les remplacer par une commande couplée de 110 Rafales et de 60 Sukhoi 57. Alors, nous, Français, on jetterait ce contrat à la poubelle? J'avoue que j'ai du mal à y croire. J'avoue que j'ai du mal à y croire. Et c'est pour ça que
la France et l'Union européenne seront extrêmement prudents en ce qui concerne la possibilité de sanctions secondaires vis-à-vis de l'Inde, tout simplement parce que nos intérêts économiques en Inde, et ça dépasse le cadre militaire, c'est aussi des médicaments. Il ne faut jamais oublier que l'Inde et la Chine produisent actuellement 80% des médicaments mondiaux. Donc, la, la capacité de mettre des sanctions sur ces pays est évidemment très limitée. Alors, vous venez de nous parler justement de la réponse des Indiens, mais globalement, à quel point ce sommet a défié Washington? Dans les termes, euh, Washington n'a jamais été explicitement mentionné. Non. Mais il faut savoir que ça, c'est une pratique diplomatique classique. Et s'il y a bien des gens qui maîtrisent les codes de la diplomatie, ce sont les Russes, les Indiens et les Chinois. Bon. Par contre, dans son discours de clôture de la réunion de Tianjin, le président Xi Jinping a critiqué ces pays qui veulent en rester à ces méthodes de contrainte héritées de la guerre froide. Clairement, les États-Unis qui sont visés. Alors, ça, c'est très diplomatique. On ne va jamais mentionner un pays. Si on le mentionne, c'est qu'on est évidemment au bord de l'affrontement, mais on envoie un message qui, lui, devient extrêmement clair. Et par ailleurs, dans son discours de clôture, Xi Jinping n'a pas simplement critiqué ces pays qui veulent rester aux méthodes de la guerre froide simplement sur ce point, il les a critiqués aussi sur des pratiques néocoloniales qu'ils auraient dans le domaine financier et économique. Donc, on voit bien que ce sommet de l'OCS, un petit peu comme le sommet de Rio des BRICS, hein, le sommet qui a eu lieu en juillet à Rio de Janeiro des BRICS, prend le parti de se présenter comme une émanation du Sud global et de dire, euh, oui, tous les pays du Sud global ne sont pas membres des BRICS, mais nous représentons les intérêts du Sud global. De la même manière que pour l'OCS, on va dire tous les pays du Sud global ne sont pas membres de l'OCS, mais l'OCS représente fondamentalement les intérêts des pays du Sud global. Et ça, c'est en fait une défaite en race campagne pour Donald Trump. Parce qu'il faut rappeler quand même que depuis environ 20 ans, les États-Unis menaient une politique d'accommodement avec l'Inde visant justement à soit attirer l'Inde à eux, mais ça, ils savaient que c'était peu probable, mais en tous les cas, à maintenir l'Inde dans une position de stricte neutralité, tant par rapport à la Russie que par rapport à la Chine. Et là, à travers ce sommet, l'Inde a choisi son camp. L'Inde a très clairement choisi son camp. Donc ça, c'est une défaite. Et d'ailleurs, Donald Trump le dit aussi. Il dit, nous avons perdu la Russie et l'Inde. Ah oui. Mais qui l'a perdu? La faute à qui? Parce que c'est ça le problème. Euh, Si Donald Trump n'avait pas très maladroitement agité cette question des sanctions secondaires en visant l'Inde et la Chine, mais pour le coup en visant essentiellement l'Inde, il n'aurait probablement pas précipité les événements tels qu'ils se sont produits et amené M. Narendra Modi à prendre fait et cause pour une alliance Inde, Russie, Chine. Donc ça, c'est un point important et je pense qu'il doit y avoir maintenant à Washington des débats acrimonieux sur cette fameuse question qui a perdu la Russie et qui a perdu l'Inde. La faute à qui? Bon,
Donc voilà, c'est une vraie question. Et il faut rappeler que le fameux débat euh, qui a perdu la Chine a structuré la pensée politique des États-Unis de 1948, de la fin de 1948 à 1950. Ce Who Lost China a été un des débats de politique étrangère les plus marquants et les plus fondateurs, parce que c'est de là que les États-Unis ont commencé à percevoir, je dirais, le bloc euro-asiatique. À l'époque, l'URSS et la Chine communiste, hein, avoir le bloc euro-asiatique comme un ennemi global. Et donc là, non seulement on est en train de voir se reformer cette alliance, alors, chose très différente, bien, puisque la Chine n'est plus tout à fait communiste, même si elle le reste encore, hein, il faut le savoir. Par exemple, lors du défilé du 3 septembre pour la victoire, le premier drapeau qui a défilé n'était pas le drapeau de la République de Chine, mais le drapeau du Parti communiste de Chine, devant le drapeau national. C'est quand même un signe, c'est quand même un signe très clair. Mais en plus, l'Inde va faire partie maintenant de ce bloc. Alors, il faut faire attention. L'Inde et la Chine, c'est 2 milliards 8 d'habitants. L'Inde et la Chine réunis, c'est presque 30% du PIB mondial. Et si on y ajoute évidemment la Russie et les autres pays des BRICS, c'est nettement plus que 30%. On s'approche autour de 35-36%. Donc voilà, il y a ça comme problème. Et effectivement, on voit que la diplomatie américaine, bon, je mets de côté les foucades langagières de Donald Trump, mais je pense il résonne aussi sur le point de vue diplomatique, bon, même s'il se laisse aller à des déclarations qui sont parfois amusantes, parfois tout à fait malvenues, c'est un problème. Euh, Ça pose la question de savoir quelle sera la politique étrangère des États-Unis. C'est quoi ses intérêts en matière de politique étrangère? Si maintenant elle doit faire face à un, un bloc euro-asiatique relativement cohérent et qu'elle doit faire face aussi à la pénétration par les pays de ce bloc de l'Amérique latine et de l'Afrique, effectivement, on peut se demander si ce n'est pas cela, si ce n'est pas un petit peu cette idée qui a amené Trump au début de sa prise en fonction, hein, au début de son mandat, à parler d'annexer le Canada, d'annexer le Groenland et de descendre vers le sud, grosso modo, jusqu'au canal de Suez. Pardon, jusqu'au canal de Panama, excusez-moi. Bon. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça la réponse? Est-ce que les États-Unis ne vont pas se constituer en une forme de citadelle assiégée dont les pays de l'Union européenne seraient les supplétifs, en réalité, pour justement faire face à cette menace d'un bloc sur le continent euro-asiatique et un bloc qui, évidemment, dépasse de très loin les capacités des États-Unis. Mais donc, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une remise en question du monde occidental, justement, à travers cette nouvelle alliance qui se profile? Est-ce que finalement, on n'irait pas vers un nouvel ordre mondial? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est surtout le chaos. Faut être honnête et il faut le dire en tant que tel. Mais vous avez raison. De ce chaos va émerger une solution de stabilité. Elle ne va pas émerger demain, après-demain, bon, on fait clair, mais d'ici 2 à 3 ans, émerger ça. Et effectivement, c'est une véritable crise de l'ordre occidental. Et cette crise, elle se manifeste aussi
dans les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Euh, la seule manière qu'aurait eu le bloc occidental de survivre aurait été que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis soient relativement égalitaires. Bon, Trump n'a à l'évidence pas décidé de cela. Hein, dans l'esprit de Trump, euh, l'Europe, enfin l'Union européenne est au mieux euh, euh, un groupe de pays qui va lui acheter des armes et qui va lui acheter de l'énergie et pas plus. Et donc ça peut très bien faire s'effondrer l'Union européenne, ce type de relation. Parce que l'Union européenne n'a pas les capacités actuelles pour se constituer en pôle autonome. Si elle est en fait en conflit avec les États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour que l'Union européenne se constitue jamais comme un pôle autonome, sauf si elle rouvrait des négociations avec l'Est, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Mais ça, vous comprenez bien que ça veut dire un changement très, très, très profond de la diplomatie, à la fois des pays européens et de la diplomatie de l'Union européenne. Ce qui n'est pas la même chose, je suis le premier à le dire, mais néanmoins, il n'y a que deux pays qui ont fait cela, qui sont prêts à ouvrir des relations avec l'Est, la Hongrie et la Slovaquie. D'ailleurs, le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico, était le seul dirigeant européen, enfin, s'il y avait le Bélarus, mais on peut considérer que le Bélarus est dans la zone d'influence de la Russie, était le seul dirigeant européen présent à Tianjin. Et il a été présent lors du défilé militaire du 3 septembre. Donc voilà, c'est ça ce qu'on est en train de voir. Et tant que on n'aura pas à la fois vu hacker l'Union européenne et vu se mettre en place des solutions de remplacement, parce que une institution ne meurt pas comme cela. Elle ne meurt que quand elle est remplacée. Donc, il sera important de voir les solutions de remplacement qui pourraient être imaginées ou mises en place. Bon, eh bien oui, on sera grosso modo dans une phase de chaos. Donc, effectivement, on va passer par des moments très chaotiques jusqu'en 2029-2030, euh, Qu'est-ce que vous entendez par chaotique? avec des guerres. Excusez-moi, la guerre, c'est quand même l'expression même du chaos. Bien sûr. Ben, on a la guerre à Gaza. On a le risque quand même, si le gouvernement israélien continue sur sa politique qui est assez criminelle, d'un embrasement global, ou en tous les cas, le fait que des alliés des États-Unis vont changer d'alliance ou rompre leurs alliances parce que les États-Unis ne veulent pas contrôler Israël. Il faut bien savoir que normalement, les États-Unis sont aussi là pour contrôler Israël, pour dire à un moment donné aux Israéliens, bon, okay, là, vous allez trop loin, vous revenez un petit peu à la raison, etc. S'ils ne le font pas, bah oui, il peut y avoir des conséquences importantes. La même chose va se passer en Afrique. Et donc, on va avoir malheureusement toute une série de guerres ou de quasi-guerres ou de ce qu'on appelle désormais des guerres hybrides. C'est justement une expression de ce chaos. Et d'une certaine manière, admettons que la guerre en Ukraine se termine dans les 6 ou 8 prochains mois, ce qui est tout à fait une possibilité, il ne faudra pas croire que l'on sera revenu à la stabilité. Pas du tout. Il y aura d'autres conflits, y compris en Europe, parce que la Pologne va commencer à avoir des revendications
sur ce qui restera de l'Ukraine. Et donc, si vous voulez, on aura une forme de remise en cause globale du cadre euh, politique qui existait depuis 60-70 ans en Europe. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on va vers une situation de chaos, évidemment, sans en plus mentionner le Moyen-Orient, l'Afrique, voire l'Amérique latine, euh, où, où ce type de conflits peuvent tout à fait se manifester. Donc, on est effectivement dans une situation où l'ordre occidental a été mis à mal, mais où on ne voit pas encore émerger de structure stable qui va le remplacer. Et donc, effectivement, entre les deux, c'est le chaos. Mais donc, vous en avez parlé, mais cette stabilité qui va peut-être émerger des pays de l'OCS, est-ce que Donald Trump a beaucoup de raisons de s'en inquiéter? Alors, je vous dirais non et oui. Non à court terme. Une Asie stable n'est pas globalement mauvaise pour les États-Unis. On peut dire que c'est neutre. Pour les États-Unis, c'est quelque chose de neutre. Mais si cette Asie stable l'est sous la coupe de la Chine ou d'une alliance entre la Chine et l'Inde, ah oui, alors à ce moment-là, ça va poser un problème pour les États-Unis. Comment vont-ils pouvoir pénétrer économiquement ces pays? Ces pays vont les rejeter. Donc on voit bien que si à court terme, euh, cette Asie stable que promeuvent les dirigeants chinois et les dirigeants indiens, et c'était très clairement l'un des résultats du sommet de Tianjin, si cette Asie stable n'est pas dirigée contre les États-Unis directement, indirectement, le message est très clair. Les Asiatiques vont faire du commerce avec les Asiatiques. Et beaucoup moins, alors bien sûr, ils continueront à faire du commerce avec les États-Unis, pas ainsi des flux commerciaux de longue date, bon, mais en fait, beaucoup moins, beaucoup moins. Et ça pose un problème. De la même manière, l'initiative sur l'énergie, dont l'une des concrétisations a été justement l'accord russo-chinois sur puissance de Sibérie numéro 2, bah, ça veut dire que euh, les pays de l'Union européenne, l'Europe, euh, vont devoir chercher ailleurs l'énergie bon marché euh, qui était la base de la croissance européenne depuis 2000. Si vous voulez, fondamentalement, l'idée des dirigeants européens, des dirigeants allemands, des dirigeants français, des dirigeants italiens, c'était de dire, oui, nous passons un espèce d'accord avec la Russie, vous nous fournissez une énergie à faible coût, qui nous permet par ailleurs de devenir plus indépendants par rapport aux pays du Golfe, bien, mais l'Arabie saoudite, etc. Et nous, d'un autre côté, on vous aide à remonter votre industrie. Bon. Et c'est cet accord qui a fonctionné fondamentalement depuis le début des années 2000 jusqu'en 2016-2017. Hein. Le problème, c'est que les premières sanctions qui ont été prises par les pays de l'Union européenne contre la Russie ont provoqué un changement de paradigme en Russie qui a commencé à se préparer dès 2015-2016 à une dégradation importante de ses relations économiques avec l'Europe. Et cette préparation, on a vu comment elle a joué quand on a mis les sanctions en 2022. En fait, les Russes étaient prêts par rapport à ces sanctions. Ces sanctions ne les ont nullement surpris. Je ne dis pas qu'ils souhaitaient ces sanctions, tout à fait autre chose, Oui. mais ils savaient que cela faisait partie des possibles et ils s'y étaient préparés.
Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un basculement vers l'Asie globale de la Russie et de ses flux de matières premières. Et ça va être un énorme problème pour les pays européens. Parce que aujourd'hui, le prix moyen de l'énergie, il est pratiquement le double de ce qu'il était, même parfois un peu plus, mais il est pratiquement le double de ce qu'il était en 2021. Et encore un peu plus, il est presque le triple, enfin, entre 2,5 fois et 2,6 fois, ce qu'il était en 2019. Or, on ne peut pas avoir d'industrie sans énergie. Faut le comprendre, ça. Et cette hausse des prix de l'énergie, elle est en train de tuer toute une série de branches industrielles en Europe, l'industrie automobile, l'industrie métallurgique, mais aussi l'industrie chimique. Et les entreprises sont en train de partir vers des zones où l'énergie coûte beaucoup moins cher, alors vers les États-Unis pour l'industrie chimique, bon, etc. Donc, ce qui est une des conséquences de cela, c'est la fin de l'industrie en Europe. Et donc, si vous voulez, c'est un tel défi pour les dirigeants européens que je pense que certains d'entre eux vont se dire il n'est pas possible de rester dans cette situation. Il faut rouvrir des négociations et faire baisser la tension avec la Russie. Ça va être compliqué. Jacques Sapir, un grand merci pour toutes vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.